Il valait des centaines de millions. Il possédait les Beatles. Il accusait Sony. Sony Tommy Mottola. He is a mean, he's a racist, and he's very, very, very devilish. Et un jour, il est mort. Officiellement, overdose de propofol. Mais juridiquement, on appelle ça un homicide. Alors la question, elle est simple. Michael Jackson est-il tombé ou est-ce qu'on l'a poussé? He was afraid. Something's not right. Michael told me that they were going to murder him. Années 80. Michael explose. Jackson 5, Thriller, Bad. C'est plus un chanteur, c'est un phénomène mondial. 1985. Il fait un move qui choque toute l'industrie. Il rachète ATV, le catalogue qui contient les Beatles. Imagine, un gosse de Gary, noir, qui devient propriétaire des chansons de Lennon et McCartney. Un trésor, un pouvoir colossal. 1995, il fusionne ATV avec Sony. Résultat, Michael Jackson détient 50% d'un des plus gros coffres-forts musicaux de la planète. Traduction, Michael ne gagne pas que sur ses disques. Il encaisse sur les chansons des autres. Il touche sur Elvis, sur les Beatles, sur Bob Dylan. Et là, tu comprends le problème. C'est plus juste une star, c'est un acteur économique, un rival des majors. 2001, Michael sort Invincible. Un album énorme, budget colossal, mais les ventes sont en dessous des attentes. Et très vite, les tensions montent. 2002, Michael prend le micro à New York. Et là, il attaque publiquement Sony. Il accuse la major de saboter son album. Il vise directement son boss de l'époque, Tommy Mottola. Il parle de racisme, de deals toxiques. C'est historique. Jamais une star de ce niveau n'avait attaqué sa propre maison de disques comme ça. I've generated several $billion for Sony. Several billion. We can't let them get away with what they're trying to do because I own half of Sony's publishing and I'm leaving them and they're very angry at me because of it, but I just did good business, you know. So the way they get revenge is to try and destroy my album. But I've always said, you know, good art never dies. And Tommy Mottola is a devil. Il faut imaginer le contexte. Michael, c'est un homme noir, propriétaire des Beatles, et il crache au visage d'une des plus grosses majors blanches du monde. C'est pas un simple clash, c'est une déclaration de guerre. Et dans ce genre de guerre, l'industrie ne te répond pas par des punchlines, elle répond autrement. 2003, un journaliste britannique, Martin Bashir, sort un documentaire, Living with Michael Jackson. Sur le papier, c'était censé montrer l'homme derrière la star. En vrai, c'est un traquenard. Les caméras le filment à Neverland. On le voit avec des enfants. Et Michael dit une phrase qui va le détruire. Qu'il partage parfois son lit avec des enfants, mais sans rien de sexuel. But haven't you got a spare room or a spare house here where he could have stayed? Yeah, but no, yes, we have guest units, but whenever kids come here, they always want to stay with me. Lui croit parler d'innocence. Mais à la télé, ça passe pour la folie. Les images sont sorties du contexte. Le montage est orienté. Hello, Wade. Today is your birthday. So congratulations. I love you. Bye. Résultat, Michael devient le suspect numéro 1 aux yeux du monde entier. Et là, comme par hasard, quelques semaines après la diffusion, les accusations tombent. Un garçon, Gavin Arvizo, l'accuse d'attouchement. La police débarque. Perquisition, caméra. Michael menotté, humilié, traîné en justice. Michael Jackson dans l'actualité. Une spectaculaire opération de police a été menée dans sa propriété. C'est en relation avec une affaire criminelle, a seulement indiqué le chef de la police pour expliquer cette perquisition sans donner plus de précisions. Il s'agit peut-être d'une affaire de mœurs. Il y a quelques mois, la star avait reconnu avoir dormi dans le même lit qu'un garçon de 12 ans. L'enfant aurait porté plainte pour abus sexuels. 2005. Le procès commence. C'est un cirque médiatique mondial. Les chaînes retransmettent chaque jour. Michael est accusé d'agression sexuelle. S'il tombe, c'est la prison, c'est la fin. Mais au tribunal, les preuves s'écroulent. Les témoignages sont contradictoires. Certains témoins mentent. La défense démonte tout point par point. Verdict final, not guilty, pas coupable. Acquitté sur toute charge. Sauf que ça ne change rien dans l'opinion. Le public retient pas le verdict. Il retient les images. Michael en pyjama, blanc, menotté. Michael déchu. Résultat, libre juridiquement, mais détruit médiatiquement. Sa carrière est brisée, ses finances plongent, et son image qui valait des milliards devient radioactive. Après le procès, Michael n'est plus le même. Il n'a plus de hits, ses concerts se raréfient, et surtout, il est endetté jusqu'au cou. Pourquoi ?
parce qu'il a hypothéqué son catalogue pour emprunter. Bank of America, Fortress, les banques tiennent ses bijoux en otage. Michael n'est plus un roi, c'est un prisonnier financier. Quand t'es dans ce piège, tu deviens vulnérable. On te propose une tournée, un contrat, tu signes. Parce que t'as pas le choix. 2009, Londres. Michael annonce 50 concerts à l'O2 Arena. This is it. La revanche. Mais la vérité, c'est qu'il est au bout du rouleau. Fatigué, fragile, insomniaque. Ce retour était très attendu, quoi. Est-ce qu'il était en état physique d'assurer ce retour? Moi, les 10 dernières années, j'ai vu des photos de lui dans un fauteuil roulant, porté par ses gardes du corps. Est-ce qu'il pouvait faire 2 heures de concert dans ces conditions? Est-ce qu'il pouvait faire 50 concerts? Question. Il prend des médicaments pour dormir. Beaucoup trop. Pour tenir, il a un médecin perso, Conrad Murray. Un médecin payé, mais pas directement par Michael, par les promoteurs. 25 juin 2009, Michael s'effondre dans sa chambre. Cause, intoxication au propofol. Un anesthésiant réservé normalement au bloc opératoire. Il absorbait chaque jour une quantité invraisemblable de médicaments, à commencer par une piqûre de morphine quotidienne, des vitamines pour se doper, des somnifères pour dormir, des antidouleurs divers et variés, un traitement pour la peau, et puis il n'avait pas une hygiène de vie modèle, il avait beaucoup tiré sur la corde avec des opérations de chirurgie esthétique à répétition, et enfin, il mangeait très peu, il était quasiment anorexique. Il fait un cocktail un petit peu détonnant, et c'est pour ça qu'on recherche effectivement son médecin, celui qui prescrivait tous ces médicaments. D'après ses proches, en ce moment, Michael Jackson était plutôt en forme. Il était excité à l'idée de remonter sur scène après une décennie noire avec des demi-succès commerciaux, les scandales de pédophilie, etc. Le 911 est appelé trop tard. Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's unconscious. He's not breathing. Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not breathing. He's not conscious, sir. Okay. Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to anything, sir. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. La réanimation est faite n'importe comment. Résultat, décès. Michael Jackson est conduit dans un des plus grands hôpitaux de la ville. Ici, pendant plus d'1 heure, les médecins vont se succéder pour essayer de réanimer la star, en vain. Cause officielle, homicide. Conrad Murray sera condamné pour homicide involontaire en 2011. Mais la vraie question reste, est-ce que Murray était juste un bouc émissaire? Parce que la pression venait d'en haut, des promoteurs, des deals, des milliards en jeu. 25 juin 2009, Michael meurt. Et à partir de là, c'est l'inverse total. Sa mort devient une usine à cash. D'abord, le film This Is It, c'était au départ les répétitions de sa tournée. Après son décès, ça devient un film documentaire. Résultat, carton mondial. Des centaines de millions au box-office. Des millions de DVD vendus. Tout le monde veut voir les dernières images du roi de la pop. Ensuite, ses disques. Les ventes explosent. Ses albums remontent dans les charts, partout dans le monde. Michael Jackson devient l'artiste mort le plus rentable. Et ça continue chaque année. Le magazine Forbes publie le classement des dead célébrités les plus riches. Michael est numéro 1, pendant des années d'affilée, parfois même devant Elvis. Puis viennent les gros deals. 2007, Sony rachète la moitié de Sony à TV, le catalogue où Michael avait ses Beatles. Montant du chèque, 750 millions de dollars, un record. Et plus récemment, en 2024, nouvelle opération. 50% des droits de Michael sont valorisés à plus de 600 millions. C'est gigantesque. Mais derrière ces chiffres, il y a un malaise. Parce que Michael, de son vivant, se battait pour garder ses droits. C'était son trésor. Et quelques années après sa mort, on les revend tranquillement. Et là, il faut parler de l'Estat. C'est l'entité qui gère son héritage. 2 avocats, John Branca et John McClane, reprennent les commandes. Sauf que Michael s'en méfiait. Il avait écarté Branca quelques années avant sa mort. Mais après son décès, Branca revient et signe les deals. Sa famille, elle crie à la trahison. Certains frères, sa sœur Jeannette, ses parents, disent que Michael n'aurait jamais accepté ça. Mais juridiquement, c'est trop tard. L'Estat contrôle. Et au milieu de ce chaos, il y a aussi le fisc américain. Parce qu'une question se pose. Combien vaut l'image de Michael Jackson? Pas sa musique, son image, ses pubs, ses hologrammes, ses produits dérivés. Le fisc accuse l'Estat d'avoir sous-évalué sa valeur pour payer moins d'impôts. On parle de centaines de millions de différences. Donc après sa mort, Michael continue à rapporter. Mais c'est pas sa famille qui encaisse. Ce sont les avocats, les majors, le fisc, les banques. Et là,
une vérité froide tombe. Mort, Michael Jackson est devenu une entreprise. Quand une star est trop grosse, trop puissante, trop incontrôlable, vivante, elle gêne. Morte, elle rapporte. Alors évidemment, chaque histoire est différente, mais la mécanique, elle, est la même. Les artistes tombent, et derrière la machine encaisse. Alors remettons toutes les pièces sur la table. 1. Michael possède les Beatles. 2. Il accuse Sony publiquement. 3. Les médias le détruisent avec le docu-Bashir. 4. Procès en 2005. Acquitté, mais réputation détruite. 5. Dette énorme. Banques qui tiennent son catalogue. 6. Comeback forcé avec This Is It. 7. Il meurt dans des conditions troubles. Homicide confirmé. 8. Après sa mort, c'est un jackpot. Est-ce qu'on a une preuve d'un complot de l'État pour l'éliminer ? Non. Mais est-ce qu'on a un système qui a tout intérêt à ce qu'il tombe ? Oui. Et c'est ça le plus glaçant. Parce qu'un complot, c'est une poignée de personnes dans une pièce. Un système, c'est plus fort. C'est des contrats, des dettes, des deals, des médias, des tribunaux, qui sans se parler, finissent par broyer un homme. Et Michael, lui, avait tout pour déranger. Un génie noir, propriétaire des Beatles, qui accuse Sony, qui pèse plus qu'un PDG. Tu crois vraiment que ça pouvait finir bien ? Michael Jackson, l'homme qui a changé la musique, l'homme qui a battu tous les records, mais aussi l'homme qui a fini seul, humilié, épuisé, acquitté par la justice, mais condamné par l'opinion. Officiellement, mort d'une overdose médicale, mais juridiquement, victime d'un homicide. Alors, parano ou victime ? Peut-être les deux. Mais une chose est sûre, vivant, il gênait. Mort, il a rapporté. Et tant qu'on continue à poser la question, il n'est pas effacé.